toujours dans les anomalies à plusieurs lignées sanguines. Et la deuxième anomalie, c'est la pancytopénie ou la diminution globulaire. Il s'agit d'une diminution des différents globules dans le sang qui résulte soit à un défaut de production, soit à un défaut de leur destruction. L'excès de destruction splénique, il s'observe au cours de l'hypersplénisme, qui se définit comme un état d'augmentation pathologique des fonctions de la rate. L'augmentation et la dilatation de la rate suite à une splénomégalie renforcent la fonction splénique destructive des cellules sanguines malgré que ces cellules sont tout à fait normales, en diminuant donc leur taux sanguin. La deuxième cause de la pancytopénie, c'est le défaut de production au niveau de la moelle osseuse rouge. Ici, il y en a plusieurs facteurs en cause. On peut citer parmi les facteurs provoquant le défaut de production médulaire et par conséquent la pancytopénie, une carence en vitamine B12 ou en vitamine B9 dans quelques cas, qui se traduit par une anémie mégaloblastique accompagnée d'une thrombopénie et leucopénie modérée. Une affection virale comme l'hépatite ou une affection bactérienne comme la tuberculose médulaire peuvent provoquer un défaut sévère de la production globulaire. En plus, les métastases osseuses cancéreuses sont à l'origine de l'hypoplasie médulaire fréquente suite à l'envahissement de la moelle osseuse rouge par les cellules tumorales. La quatrième cause de la pancytopénie par un défaut de production médulaire, c'est l'aplasie médulaire, correspond à une pauvreté de la moelle osseuse rouge en tissu hématopoïétique, qui cesse sa production médulaire normale et se montre pauvre, voire désertique sur un myélogramme ou une biopsie ostéomédulaire. Dans la moitié des cas de l'aplasie médulaire, cette anomalie se résulte de l'action toxique de ce qu'on appelle des agents anaplasiants. Ça veut dire des agents toxiques qui sont capables de provoquer une aplasie médulaire. Parmi ces agents anaplasiants, on peut citer les radiations ionisantes X ou gamma, le benzène qui est un solvant hautement hématotoxique, les pesticides, les produits pétroliers et certains médicaments comme les antirhumatismaux et les antibiotiques. Et finalement, le dernier cas du défaut de la production médulaire, c'est ce qu'on appelle les syndromes myélodysplasiques. Contrairement au syndrome myéloprolifératif qui provoque l'augmentation globulaire et qui est la conséquence d'une prolifération cellulaire non contrôlée, les syndromes myélodysplasiques, ce sont des hémopathies également chroniques et clonales caractérisées par une production médulaire inefficace et insuffisante des éléments figurés du sang. Presque c'est l'inverse des syndromes myéloprolifératifs. Cette production médulaire insuffisante et inefficace qui touche les précurseurs et non pas les progéniteurs myéloïdes. Les syndromes myélodysplasiques touchent les précurseurs myéloïdes, plaquettaires, granulocytaires et érythrocytaires. Cette atteinte conduit à l'accumulation des blastes ou des cellules immatures du sang, comme les érythroblastes, les mégakaryocytoblastes et les myéloblastes dans la moelle osseuse rouge, avec une diminution remarquable des cellules matures dans la circulation sanguine, et donc la pancytopénie. En fait, il y en a plusieurs causes des syndromes myélodysplasiques, sont tous des causes de l'aplasie médulaire, donc n'importe quel facteur provoque l'aplasie médulaire et est capable de provoquer un syndrome myélodysplasique. À côté des syndromes myélodysplasiques, on peut citer également quelques pathologies génétiques comme la trisomie. C'est la présence de 3 chromosomes 21. Le 3 chromosomes 21, c'est la trisomie.
Donc ici, vous avez bien sûr les différents compartiments de l'hématopoïèse, les cellules souches hématopoïétiques, les progéniteurs, les précurseurs et les cellules matures du sang. On a dit que les éléments ou on a dit que les syndromes myéloprolifératifs touchent un progéniteur myéloïde. D'accord? Contrairement au syndrome myéloprolifératif, le problème dans les syndromes myélodysplasiques, c'est au niveau des précurseurs myéloïdes et non pas dans les progéniteurs myéloïdes. C'est-à-dire que la transformation d'une cellule souche hématopoïétique ou le déroulement de la différenciation cellulaire et de l'hématopoïèse à partir de la cellule souche hématopoïétique vers le progéniteur et des progéniteurs vers les précurseurs se déroule d'une manière tout à fait normale, sans problème. Ici, le problème, c'est la transformation des précurseurs myéloïdes en cellules matures du sang. Le problème, c'est la transformation et la maturation des érythroblastes vers des érythrocytes, des mégakaryocytoblastes en plaquettes et des myéloblastes en granulocytes. Ainsi, il y en a donc, après un certain temps, une accumulation des érythroblastes, des mégakaryocytoblastes et des myéloblastes dans la moelle osseuse rouge, qui se montre très riche. Et par conséquent, on a une augmentation du taux des blastes dans la moelle osseuse rouge et une disparition ou une diminution remarquable des éléments figurés du sang dans la circulation sanguine. La pancytopénie se révèle par l'apparition des signes cliniques dépendant de la teinte globulaire dominante, c'est-à-dire si l'érythropénie est la plus remarquable dans la pancytopénie par rapport à la leucopénie et par rapport à la thrombopénie, on remarque l'apparition d'un syndrome anémique. Un syndrome infectieux avec fièvre si la leucopénie est la plus remarquable et finalement des hémorragies avec un syndrome hémorragique si la thrombopénie est la plus importante par rapport à la leucopénie et l'érythropénie. L'hémogramme montre une insuffisance globulaire dominée par une ou deux lignées myéloïdes en général, ce qui nécessite à ce moment-là la réalisation d'un myélogramme ou d'une biopsie ostéomédulaire pour savoir la cause exacte de cette pancytopénie. Tout comme l'augmentation globulaire, les monocytes et les lymphocytes sont toujours respectés.